Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis un peu éloigné de chez moi. Je suis à Bordeaux, à La Loge, en studio avec Stanislas Strolonge. Bonjour Stanislas. Bonjour Arthur. Comment ça va? Écoute, très bien. Moi, j'ai Je eu te un peu de remercie. mal à venir sur Bordeaux avec les intempéries, mais on est là ensemble, c'est Ouais. cool. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu te présenter du coup ton parcours, tes spécificités dans la nutrition? Ouais, bien sûr, je te remercie pour l'invitation à ce podcast. Donc moi, je suis diététicien depuis 20 ans et avec une spécialisation sport et maladie rénale. Donc concrètement, je me suis formé à la nutrition du sportif rapidement après mes études initiales. Et puis, j'ai pris un poste de diététicien dans une maison du Rhin à Bordeaux qui prend en charge des patients dialysés et insuffisants rénaux. Et de par ces deux spécificités, finalement, je prends en charge maintenant sur une activité libérale des sportifs, avec notamment des maladies rénales chroniques qu'ils peuvent avoir. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à mixer un petit peu les deux objectifs, que ce soit pour qu'ils répondent à la fois aux besoins liés à l'activité physique et également les exigences de leur maladie rénale. Et du coup, tu as aussi une société qui forme les diététiciens, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, je suis salarié à 70% pour tout expliquer. Et à côté, j'ai un organisme de formation continue en diététique où là, je propose à peu près 15 formations continues en distanciel avec des formateurs reconnus, expérimentés dans leur discipline. Et tu fais aussi de l'associatif. Oui, alors, étant donné que ça fait 20 ans que je suis dans la maladie rénale, effectivement, entre diététiciens et diététiciennes de néphrologie, ça faisait quelque temps qu'on voulait se réunir autour d'une association. Donc, c'est chose faite depuis 5 ans maintenant. On a créé la première association de diététique et de nutrition en néphrologie, avec pour objectif en fait, de regrouper toutes les diètes de néphro, mais aussi les médecins, les néphrologues, surtout branchés nutrition, avec pour mission un petit peu de fédérer tout le monde autour des recommandations, d'avoir un message uniforme, de pouvoir aussi valoriser toutes les actions qu'on fait sur le territoire et de montrer que la profession est dynamique pour qu'après, on puisse être mieux représenté au niveau des instances et défendre une meilleure prise en charge nutritionnelle pour les patients surtout. Du coup, pour redonner un petit peu de contexte, on s'était rencontrés à la FDN. On se suivait déjà au préalable sur les réseaux sociaux, mais on s'était rencontrés du coup à la journée d'études de la FDN en 2025. Et tu avais fait un super talk justement qui liait cet aspect maladie rénale chronique et la nutrition du sportif. Donc deux spécialités qu'on pourrait dire, qui sont pas forcément liées de prime abord. Et c'était ça qui m'avait beaucoup plu. Et c'est aussi pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Mais peut-être avant d'aller jusque-là, est-ce que tu pourrais peut-être revoir brièvement en fait les aspects des patients atteints de maladies rénales chroniques? Oui, alors si on fait un petit point effectivement sur la maladie rénale chronique, donc c'est une des maladies les plus fréquentes sur le côté chronicité en France, même si elle est peu médiatisée par rapport à d'autres pathologies comme le diabète, l'obésité, etc. Mais on considère qu'il y a quand même 10% de la population qui serait atteinte de maladie rénale chronique. La problématique, c'est que c'est une maladie silencieuse. Donc, en fait, si on ne fait pas un bilan sanguin ou un dépistage urinaire, on peut ne pas savoir qu'on a Ok. une maladie rénale chronique. Et finalement, on va le savoir que sur un stade 5 où il y aura déjà une manifestation de symptômes. Donc la grosse problématique, c'est ça, c'est que c'est une maladie qui est assez peu connue. Et pour le savoir, et on peut le recommander du coup à tous tes auditeurs, c'est de faire un dépistage, ne serait-ce que par bandelette urinaire. On peut voir s'il y a des protéines, c'est qu'il y a un problème au niveau Ok. rénal. Donc ça, c'est vraiment le dépistage classique. C'est ce qu'on propose d'ailleurs tous les ans. Il y a une semaine du rein. Tous les ans, c'est bientôt d'ailleurs, Effectivement. c'est dans 2 mois. Et on peut inviter là tous tes auditeurs à aller faire un dépistage. On ne sait jamais, Bien évidemment. ça mange pas de pain et on peut dépister ça. Et puis après, c'est toujours confirmé, bien sûr, par un bilan sanguin. Il faut plusieurs bilans sanguins pour confirmer qu'il y ait une maladie rénale chronique, parce que spontanément, suite à certains événements, et notamment une activité physique intense, Tout à si on fait. fait un bilan juste après un gros effort, on va avoir certains paramètres rénaux qui vont être un petit peu augmentés, mais ça ne veut pas dire qu'on a une maladie rénale chronique. Heureusement, le corps va récupérer et va retrouver une fonction rénale à peu près normale.
Mais d'ailleurs, du coup, à quel moment on discrimine une maladie rénale aiguë d'une maladie rénale chronique, Alors, justement? comme je l'évoquais, en fait, il faut 3 mesures de fonction rénale. Donc, la fonction rénale se mesure à partir de la créatinémie dans le sang, hein, qui est le reflet de la masse musculaire, et c'est un témoin de la fonction des reins. Et donc, si on mesure 3 fois à 3-4 mois d'intervalle, et qu'on remarque que le taux de créatinémie est très important, là, ça veut dire qu'il y a un problème rénal, il y a une maladie rénale chronique. Et là, après, le job du néphrologue, ça va être de trouver la cause, de trouver quel type de maladie rénale chronique, parce qu'il y a de nombreuses variantes et de nombreuses causes par rapport à ça. Mais si vous faites un bilan sanguin comme ça, spontanément, vous voyez la créatinémie un petit peu élevée, juste une fois, ça ne veut pas dire qu'on a une maladie rénale chronique. Ça, c'est quand même important de le dire. Oui, non, effectivement, c'est bien de le préciser. Et du coup, par rapport justement à cet aspect nutrition, alimentation, est-ce que ces patients qui sont diagnostiqués avec une maladie rénale chronique doivent un petit peu avoir des modifications de cette alimentation? Oui, il y a des enjeux alimentaires. Alors, faut bien qu'on situe les différentes Bien étapes dans sûr. la maladie rénale chronique. Il y a le patient qui a une maladie rénale chronique avec différents stades. Il y a 5 stades à peu près dans la maladie, de 1 à 5, donc avec une classification de débutante, à modérée, à importante. Quand on arrive au stade 5, c'est que la fonction rénale n'est qu'à 15% de son potentiel. Donc là, en fait, on parle de défaillance rénale, hein. On ne parle plus d'insuffisance rénale terminale, c'est fini. On parle de défaillance rénale. Et là, ça nécessite effectivement un traitement qu'on appelle de suppléance. C'est la dialyse ou la transplantation. Donc, il y a des recommandations alimentaires selon les différentes situations dans lesquelles se trouvent les patients selon leur niveau de fonction rénale. Concrètement, il y a eu une refonte un petit peu des recommandations. Il y a, grâce à toutes les études épidémiologiques qui, depuis maintenant plusieurs années, nous donnent beaucoup d'éléments sur l'alimentation qui permettrait dans un premier temps, de freiner la progression de la maladie rénale. Et une fois qu'elle est installée et que les patients sont sous traitement de dialyse, savoir quelles sont les recommandations vis-à-vis de ça. Donc il y a vraiment 2 types de recommandations. Si on parle des recommandations chez les gens qui ont une insuffisance rénale débutante, modérée ou qui commence à être un petit peu grave, là on va chercher à protéger au maximum la fonction rénale qui est déjà un petit peu altérée. Et donc là concrètement, il y a 2 axes majeurs. C'est de normaliser les apports en protéines et les apports en sel. Je dis normaliser parce que dans nos sociétés actuelles, on consomme trop de protéines et trop de sel. Donc ces patients qui commencent à avoir une défaillance rénale, ils ont besoin de modérer ça pour soulager un petit peu leur rein. Donc on va évaluer, on va les accompagner pour essayer de normaliser les apports en protéines et en sel. Ça, c'est un premier point qui est déjà bien connu depuis pas mal de temps, hein, les alimentations pauvres en protéines. Alors, il y a différents niveaux d'objectifs. On peut descendre très très bas les apports en protéines, mais ça dépend d'une situation particulière. D'un patient à l'autre aussi, j'imagine. D'un patient à l'autre, effectivement. Mais là aussi, on prend compte de plus en plus, et surtout ces derniers temps, de l'intérêt des végétaux, des bénéfices des végétaux et de ces alimentations qu'on appelle les plant-based diet, hein, qui sont très végétalisées. Elles protègent également aussi la fonction rénale qui est restante et ça repousse un petit peu la dégradation des reins. Donc on est en train de faire la promotion de ces alimentations très végétalisées. Parce que précédemment, justement, dans la recommandation, c'était quand même beaucoup focalisé aussi sur le potassium et le phosphore, c'est Ouais. ça? Alors le potassium et le phosphore, en fait, ça vient plutôt de situations que rencontrent les patients dialysés. Mhm. On a pendant longtemps, et avant que les diètes arrivent d'ailleurs dans les structures, hein, c'était plutôt l'affaire des médecins et des infirmiers, mais qui se débrouillaient avec leur bagage de connaissances en nutrition. Certains patients dialysés qui urinaient moins pouvaient commencer à présenter des hyperphosphorémies, donc des taux excessifs de phosphore, mais aussi des taux excessifs de potassium, comme l'hypercalémie. Et on pensait peut-être de manière un peu trop anodine, que c'était lié à ce qu'ils mangeaient. Et donc, en fait, Mhm. on leur demandait de se restreindre en potassium notamment. Et quels sont les aliments les plus riches en potassium, en tout cas les plus pourvoyeurs par rapport aux quantités qu'on mange au quotidien? C'est les végétaux. Donc, pendant longtemps, on a restreint les gens en végétaux. Et on est en train justement de renverser la table, hein, de les revaloriser, puisque les dernières études épidémiologiques nous ont montré qu'il n'y avait pas tellement de lien entre les apports alimentaires en potassium et la répercussion au niveau sanguin.
parce qu'il y a d'autres facteurs en fait qui pourraient expliquer des montées de potassium dans le sang ou même également aussi des montées de phosphate. Donc on est en train de revaloriser, mais ça prend du temps parce qu'il faut former les diètes à ça, parce que pareil, les contenus de formation sont pas encore actualisés, mais ils commencent à l'être. Donc c'est le rôle de l'association d'ailleurs, de la DNN, de réexpliquer un petit peu toutes ces nouvelles recommandations. Et puis on intervient dans les congrès, on forme les néphrologues à changer un petit peu leur discours pour éviter ce côté restriction et revaloriser les végétaux qui, eux, par contre, vraiment montrent des vrais bénéfices. Mais là, on est vraiment sur une étape un peu charnière dans l'évolution de ces recommandations-là. On a des nouvelles recommandations, il faut maintenant les promouvoir, mais on a besoin de casser des idées reçues un petit peu anciennes, des mythes, effectivement. Ça, en nutrition, on en casse beaucoup des mythes au quotidien en tant que diététicien. Donc là, ça, c'est le nouvel enjeu, effectivement, de chaque diététicien dans sa structure, mais aussi de l'association vis-à-vis des autres corporations que sont les infirmières et les néphrologues. Mais du coup, pour recibler un petit peu sur la nouvelle bête noire, entre guillemets, pour ces patients, c'est apparemment les additifs qui seraient beaucoup plus riches justement en potassium ou phosphore que ce qu'on pensait au préalable. Oui, alors ça c'est un peu nouveau, c'est notre nouvel ennemi, on va dire, à nous les diététiciens, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Parce que moi c'est même très récent. Hein. Ouais, les premières études qui ont donné ça, effectivement, elles commencent à avoir 15 ans, mais c'était des prémices. Mais là, c'est en train on voit monter l'importance de ça. Donc pour être très clair, maintenant on a regardé des cohortes de personnes, de patients, et on a regardé leur consommation. On s'est rendu compte que les plus gros consommateurs, c'était ceux qui progressaient le plus vite vers la maladie rénale chronique. Donc il faut vraiment qu'on diminue cette consommation de produits industriels avec additifs, puisqu'ils sont vraiment très, très péjoratifs au final. Mais ce n'était pas le cas il y a 20 ans, mais là on voit les consommations de plus en plus monter. Et en plus, le gros sujet, c'est que ces additifs-là, alors que ce soit de potassium, de sel ou de phosphore, ils sont très absorbés, comparés au potassium qu'on trouve naturellement dans les aliments. Donc, avant de donner des conseils sur les aliments et leur composition, on fait d'abord un travail éducationnel pour amener les gens à consommer moins de produits transformés. Oui, c'est ça, c'est où je voulais en venir. Finalement, il y a eu aussi tout ce temps de latence parce que le concept d'ultra-transformation est assez récent. Hein. Ça date de 2009 par le professeur Montero. Donc, je pense que c'est aussi normal que ça a mis autant de temps à être mis sur la table, mais ça me paraît tellement plus logique que de restreindre les patients en végétaux, alors qu'on sait que si on parle de la population générale, toutes les recommandations tendent à plus végétaliser l'assiette. Donc ça paraissait peut-être pas aberrant, mais en tout cas très dommageable pour la santé à long terme des patients d'avoir cette alimentation restreinte. Quoi. Tu as raison, mais il y avait un peu ce frein. Ah mince, si on augmente les végétaux, est-ce qu'on va pas créer une hypercalémie chez les gens? Et l'hypercalémie, mais c'est mortel. Donc c'est vrai que ça fait peur aux soignants. Et on avait ce frein-là vis-à-vis de ça. Et maintenant, les dernières données, on les ont levées. En tout cas, chez le patient insuffisant rénal chronique. Parce qu'il faut quand même être clair. Le patient dialysé qui n'urine plus, s'il a un excès de potassium entre 2 séances de dialyse de manière aiguë sur un repas, il peut faire quand même monter son taux de potassium dans le sang. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas du tout. Mais chez l'insuffisant rénal, il n'y a pas du tout de lien entre la kaliémie et les apports en potassium. Donc maintenant, on a un peu porte ouverte, je dirais, pour revaloriser les végétaux. Mais notre travail maintenant éducationnel, il est surtout pour limiter la charge des additifs, quoi. Mais ce qui est bien, c'est aussi que ces recommandations, du coup, mettent beaucoup plus en valeur le rôle du diététicien pour justement accompagner le patient dans son alimentation et puis avoir l'étiquette de restricteur, avec des listes d'aliments, parce que je sais que ça s'est fait pendant très longtemps, ça, pour la prise en charge de ces patients, d'avoir des listes d'aliments autorisés, interdits, et on sait que ce genre d'approche sont très peu efficaces au final. Ça fonctionne pas et ça crée de la dénutrition parce que si on parle pas encore du sportif, mais si on parle de l'insuffisant, si on parle de l'insuffisant rénal chronique classique, c'est quand même plutôt une personne âgée. 50, 60 ans, ça c'est des gens jeunes pour nous, mais la moyenne d'âge en France du patient dialysé, c'est 75 ans. Donc, si effectivement on donne des listes d'aliments supposés riches qu'il faudrait en fait enlever, voire supprimer, ça peut créer la dénutrition au fil du temps. Donc, on arrête complètement ces listes-là
Nous, les diététiciens, on travaille vraiment de manière personnalisée, où on part des habitudes des patients et puis on va essayer d'améliorer les choses point par point en fonction de leur consommation. Mais cette démarche-là de donner des listes, elle est complètement inutile et Obsolète, même ouais. dangereuse, Bien encore une évidemment. fois, vis-à-vis du risque nutritionnel que quand même représente cette maladie chez des gens assez âgés. Mais on voit des jeunes quand même maintenant dans Oui, l'insuffisance mais c'est rénale. c'est aussi inquiétant, Ouais. hein. C'est vrai que c'est pas une maladie quand même facile à vivre, hein. C'est très prenant. Les séances de dialyse, tu peux peut-être nous parler des différentes dialyses, mais c'est vrai que quand c'est plusieurs fois par semaine, des longues séances à l'hôpital. Oui, ouais, c'est un traitement qui est globalement très chronophage, Mhm. qui est d'ailleurs même parfois vécu comme la maladie, plus que la maladie en fait, Ok. parce que la dialyse est vraiment vue comme effectivement un traitement qui prend la main sur la vie des gens. Donc la dialyse conventionnelle, c'est celle par le sang, qu'on appelle l'hémodialyse. Mhm. C'est 12 heures de traitement par semaine qui sont réparties en 3 séances de 4 heures. Donc vous rajoutez les temps de transport à ces patients-là quand ils ont besoin d'aller dialyser dans un centre. Donc ils vont passer effectivement 5 heures de leur journée, à peu près en moyenne, tous les 2 jours en traitement. Donc c'est vrai que ça a un impact sur la vie des gens assez fort. Donc c'est celui qui est le plus fréquent en France. On a aussi la dialyse à domicile, hein, par le péritoine, qui est un peu plus souple, mais qui demande une dialyse quotidienne. Donc souvent, c'est un choix qui est fait avec le patient selon les indications ou contre-indications et selon sa propre volonté d'avoir la main sur son traitement. Et puis après, on a la transplantation aussi. Mais malheureusement, l'accès à la transplantation n'est pas évident pour tout le monde. On a des listes d'attente pour la transplantation qui sont de plus en Bah, il plus faut importantes. avoir des donneurs et enfin voilà des Exactement. organes disponibles. Ouais. Donc c'est effectivement c'est quand même plus difficile à avoir que Mm. une brique de lait à l'épicerie du coin. Non, complètement. Mais par rapport à la dialyse, j'avais entendu parler que ça arrivait de plus en plus à domicile aussi. Oui, oui, on a des formats. Alors, moi, le but de mon association, c'est justement ça, c'est de former des patients à se dialyser à leur domicile. Ok. Donc, soit par hémodialyse, soit par dialyse péritonéale, hein, par le ventre. Et donc, on les forme à gérer leur machine, à monter leur machine, à gérer le stock nécessaire pour faire la dialyse, et pour qu'ils puissent être le plus proche de leur lieu de vie pour leur traitement, et qu'ils puissent être le plus autonome possible. Ok, très bien. Bah, du coup, comme je te l'avais dit, moi, ce qui m'avait vraiment intéressé dans ton talk, c'était le fait d'avoir lié ces deux Oui. spécialités. Du coup, si tu le veux bien, on peut passer justement sur cet aspect enfin, toutes ces spécificités liées à la Mm. nutrition par rapport à des sportifs qui seraient atteints de la maladie rénale chronique. Mm. Parce Oui. que justement, je trouvais que c'était un bon espoir, enfin un bon message d'espoir que ces patients pouvaient justement avoir une activité physique, viser une certaine performance. Enfin, je trouve ça super Oui, quoi, comme oui, oui. message. Alors, effectivement, je commence à être assez sollicité par des personnes qui sont atteintes de maladie rénale chronique, donc pas encore au stade de la dialyse, hein, bien Mhm. évidemment. Donc du coup, des patients, enfin des personnes un peu plus jeunes et sportives, et en fait avec des niveaux de pratique sportive assez importantes qui font que ils ont des besoins du coup singuliers, qu'on les considère vraiment comme des sportifs. Parce qu'il y a une différence entre le patient enfin, la personne qui a une activité physique, on va dire classique, et puis vraiment le sportif. On peut donner des repères, mais l'ANSES avait formulé à peu près 6-7 heures de pratique sportive pour vraiment être considéré comme un sportif et avoir des besoins singuliers. Et je commence à avoir des patients qui ont à la fois cette activité sportive assez intense, qui a des besoins, qui demandent des besoins nutritionnels compensatoires, mais également aussi qui ont cette maladie rénale chronique. Et la difficulté, c'est de trouver une adéquation, parce que on pourrait avoir certains comportements alimentaires vis-à-vis des objectifs qu'on a dans le sport, mais qui pourraient aller à l'encontre du rein. Comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, dans la maladie rénale chronique, pour protéger les reins, on diminue les protéines, on diminue le sel. Le problème, c'est que chez le sportif, les besoins en protéines, Sont ils un peu sont plus élevés. augmentés. Donc c'est une vraie difficulté. Et alors on commence à en parler dans la communauté néphrologique, on commence à se poser des questions sur quelles sont les recommandations, parce que clairement, il n'y a pas de recommandations. D'accord. Donc en fait, nous, on bricole, enfin on bricole, on essaie de trouver Des consensus. un consensus, on essaie de satisfaire un peu les deux sujets. Les besoins pour le sportif, mais aussi que la maladie rénale ne se dégrade pas. Oui, puisque malgré tout, ça reste quand même des patients. Exactement. Parce que pour être très clair, donner des éléments précis, hein, les besoins chez les sportifs, ça varie de 1,2 g
de protéines à presque 2 grammes par kilo de poids. Alors que quand on a une maladie rénale chronique, les recommandations, ça va être du 0,8 g kilo ou voire du 0,6 et dans certains cas du 0,4. Donc là, on est complètement en conflit de recommandations. Donc la difficulté, là, clairement, c'était l'objet de ma communication à la FDN, c'était de réfléchir ensemble à un consensus. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait un peu la singularité de ce sujet. C'est cette opposition entre les besoins de ces patients atteints de maladies rénales chroniques et les besoins d'un sportif en bonne santé. Ouais. Et je trouve ça super intéressant. Oui, alors après, par expérience et concrètement, ce qui se passe, c'est que quand je reçois des patients atteints de MRC qui sont sportifs, souvent ils ont déjà des apports en protéines très élevés, ne serait-ce même que par rapport aux recommandations chez le sportif. Et toutes les diètes du sport vous le diront, hein, le sportif rarement manque de protéines. Il a déjà en fait augmenté spontanément ses apports et ils sont souvent déjà en dessus des objectifs maximaux chez le sportif. Donc déjà en fait on essaie de normaliser, de redescendre 1,5 g. Et c'est déjà une difficulté pour certains parce qu'ils ont Ils ont intégré. Hein, ils ont dans leur conscience qu'ils vont peut-être perdre de la masse musculaire, ils vont être moins performants, moins forts, moins costauds. Déconstruire les mythes. Et donc, il faut arriver à leur montrer que ça passe aussi par un apport calorique suffisant. Donc, et ce n'est pas que les protéines qui comptent, hein, globalement, dans l'énergie, dans la force au quotidien. Donc, on propose des réductions. Et surtout, ce qu'on apporte, c'est de montrer que ça n'impacte pas leur performance physique. Donc c'est vrai que maintenant, nous les diètes, on a des nouveaux outils de mesure de la composition corporelle, notamment grâce à l'impédance métrique qui se développe, qui se démocratise beaucoup. Donc on fait des mesures de masse musculaire et puis en fait, on regarde, lorsqu'on baisse un petit peu les apports, on regarde ce que ça donne sur ces masses-là et finalement on se rend compte que ça bouge pas tellement parce qu'on a réussi à maintenir l'apport calorique suffisant. En fait, je trouve qu'on sous-estime beaucoup l'apport calorique dans la pratique sportive. On est très focus sur protéines, sur les glucides. protes. Exactement, on est un peu réductionniste, je trouve, d'ailleurs, sur ça, et que finalement, c'est quand même l'apport global qui compte. Et quand l'apport énergétique n'a pas diminué, en fait, ils se rendent compte que leurs performances sont identiques. Et d'ailleurs, en nutrition sportive, c'est très bien démontré que dès qu'on dépasse, de toute façon, les 2 grammes kilo concernant les protéines, l'excès de protéines apportées, il est utilisé d'un point de vue énergétique. Mais il ne sert plus à la synthèse. Ça n'a plus d'intérêt, effectivement, à part pour des sports très spécifiques. Des culturistes pro, mais c'est très spécifique. C'est vrai qu'au-dessus de 2 grammes, souvent... Il y a un plafond métabolique qui fait que, de toute façon, l'excès ne sera plus utilisé pour la synthèse musculaire, il sera utilisé d'un point de vue énergétique derrière. Et qu'est-ce que, du coup, tu pourrais ajouter pour ces patients sportifs par rapport justement à cette ambivalence entre les deux recommandations? On essaie de trouver, en fait, de définir un premier palier qui contenterait, qui permettrait de toujours satisfaire les besoins liés à la pratique sportive et sans impacter le rein. Et puis en fait, on fixe un suivi parce que la clé, c'est ça, c'est le suivi. Donc on se donne rendez-vous 1 mois ou 2 mois après avec de nouveau un bilan sanguin, un bilan urinaire, une mesure de composition corporelle. On voit si les masses musculaires ou grasses n'ont pas bougé négativement et on voit si le rein s'est trouvé soulagé. Et si on a réussi à ces objectifs-là, c'est qu'en fait, on est dans le bon sujet. Donc, on essaie d'être plutôt pragmatique, en fait. Hein, c'est un peu la technique de l'entre-deux. Hein. On essaie de satisfaire les deux besoins. Mais après, il faut quand même pas oublier que les sportifs, ils n'ont pas forcément toujours une bonne alimentation dès le début. Donc, en fait, on fait un travail diététique, somme toute, assez classique. Il y a beaucoup d'aliments transformés chez les sportifs, chez les jeunes sportifs. Donc, il faut aussi qu'on les amène vers une alimentation un peu moins transformée. Il y a un des problèmes aussi, c'est la prise de compléments alimentaires qui s'est complètement démocratisée dans le monde sportif. Et même les patients qui connaissent leur maladie rénale sont quand même des consommateurs. Donc, il faut aussi apporter un regard sur ça. Et d'ailleurs, si on parle d'effets négatifs sur la fonction rénale, elle est plutôt du côté des compléments alimentaires que du côté de l'alimentation, de l'apport en protéines venant de l'alimentation. Parce que ça, c'est un message qu'on peut peut-être donner. Si on ne parle pas du patient qui n'a pas de maladie rénale chronique, le sportif lambda, on n'a pas montré encore que l'excès de protéines entraînait plus de maladies rénales. Donc ça, c'est important de le dire.
le corps Ouais, bah, compense. c'est vrai que ça a été pendant longtemps diabolisé, hein. Ouais, oui, il y a même des gens qui ont peur de prendre des poudres de protéines pour leurs objectifs sportifs. Il n'y a pas d'impact, encore une fois, pour l'instant, démontré sur la fonction rénale quand on n'a pas de problème de maladie rénale. Bien Par sûr. contre, dès qu'on a une maladie rénale chronique, si on monte l'apport en protéines, par exemple en utilisant ces produits type de la whey, hein, là par contre, ça fragilise le rein, ça lui demande plus de travail et il décline plus rapidement que s'il n'y avait pas cet excès en protéines. Mais par contre, chez les sujets sains, donc non atteints de maladie rénale chronique, on a vu certains types de compléments, mais en fait on est à la limite du dopage, qui déclenchent, qui sont associés à plus de maladies rénales. Et moi je parle de tout ce qui est stéroïdes, hormones de croissance. Ça, il faut le dire aussi, si certaines personnes prennent ce genre de compléments, et on est dans une domaine de dopage, hein, je le redis, hein, encore une Oui, fois, oui, bien sûr. ça n'a pas des incidences positives hein, sur le rein. Au contraire, on a des problèmes rénaux dus à ce genre de compléments. Ah, ouais. Bah, après, il faut quand même dissocier complémentation et dopage. Ouais, Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui confondent justement, par exemple, que les suppléments en protéines sont du dopage, alors que c'est ouais. deux mondes différents. La whey, foncièrement, c'est du lait déshydraté qui a été un peu C'est amélioré. ça. Donc ça reste quelque chose de naturel. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec des compléments alimentaires sur le marché à base de whey qui ne sont pas forcément contrôlés, avec potentiellement la présence de substances. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les labels Exactement. qui sont contrôlés et éviter d'acheter sur Internet vos compléments alimentaires. Notamment, bah, parfois, il y a des substances dopantes sur le marché américain. Ça, c'est une vraie problématique, hein. Moi, je dirais que Il c'est y a quand ça. même des sportifs Ouais. de haut niveau qui sont tombés, qui ont raté des échéances sportives parce que on leur avait conseillé un complément qui venait d'un autre pays hors Europe et Ouais. finalement, il y avait une substance qui était considérée comme du dopage et Ouais. donc bah, ils ont été bah, mis de côté du coup Ouais. à cause de ça. Donc ça, c'est vrai qu'il faut, si vous vous complémentez, et d'ailleurs toujours avec un avis médical, hein, bien sûr, euh, recherchez toujours dans le pays, enfin en Europe et avec des labels Oui, ben, on peut certifiés. citer le label européen, c'est le label Sport Protect, Ouais, voilà. qui est quand même une société qui vient contrôler la présence des ingrédients dans le complément alimentaire et qui vérifie l'absence de substances dopantes. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que ce label-là qui est vraiment reconnu. Il y a encore trop peu de Après, compléments labellisés. oui, bien sûr. Euh, Il y a à des l- normes qualité aussi, mais donc ça ouais, garantit pas le dopage. Mais au exactement. moins, ça garantit quand même qu'il y a une sécurité Ouais. de fabrication au niveau de l'hygiène, etc. Mais du coup, toi, par rapport à ces patients, Oui. enfin, du coup, que tu suis de jour en jour, est-ce qu'ils t'ont déjà parlé de quels sont, euh, par rapport à leur, justement, leur suivi nutritionnel, Oui. enfin, quels sont les éléments les plus difficiles pour eux? À Euh, part, outre le fait de, comme tu as dit tout à l'heure, de diminuer leur ouais. apport en Bah, protéines. en fait, si tu veux, quand ils sollicitent, c'est qu'ils sont inquiets de l'impact de leur alimentation ou de certains compléments alimentaires qu'on vient de discuter sur leur rein. Donc, ils veulent avoir de l'information vis-à-vis de ça. Ils veulent savoir si les compléments que leur coach leur a conseillés pour leur pratique sportive, ils ne sont pas délétères sur le rein. Donc, c'est ce genre d'informations qu'on apporte sur la labellisation des compléments alimentaires, le fait que ce marché-là n'est pas très bien régulé, et donc il peut y avoir des dangers. Et puis qu'en fait, dans beaucoup de situations, on peut faire avec l'alimentation seule. Parce qu'il Oui. y a cette idée que j'ai forcément besoin d'avoir des compléments alimentaires pour être performant. Bon, il Bah, ça, faut. maintenant, c'est un consensus hein, dans la nutrition du sportif. Ben oui, je crois qu'il C'est faut le la dire. food first approche. Ouais, ouais, complètement. Et puis, à part quelques situations particulières, on n'a pas besoin de complémenter C'est ça, son alimentation. c'est vraiment Ouais, presque la cerise sur le gâteau. ouais, Vraiment, si on cherche la petite bête, mais c'est vrai que la performance, ça se fait vraiment dans l'assiette avec des vrais aliments, des vraies recettes en complètement. cuisine. Voilà, faut parfois passer par la case cuisine. Après, tous les sportifs n'ont pas accès. Tu vois, je pense au jeune sportif qui est en sport-études dans les lycées. Il a accès au repas de l'internat le soir. Oui, bien Il n'y a sûr. pas une grosse offre alimentaire, donc parfois les parents compensent avec des compléments. Ça, il peut y avoir une légitimité à certains moments à proposer une complémentation parce que la situation ne permet pas par l'alimentation. Mais dans 90% des cas, il n'y aurait pas forcément besoin d'une complémentation. Après, donc, c'est à peu près ça les demandes des patients MRC sur est-ce que leur alimentation est néfaste pour les reins. Donc souvent, ça aboutit à il faut réduire un peu l'apport en Mhm. protéines parce que, Mince. parce que voilà, ils sont souvent en excès. Donc
Nous, notre job de diète, c'est d'augmenter les autres nutriments pour satisfaire le besoin énergétique. Donc, il y a souvent des insuffisances de consommation de féculents, de pain d'un point de vue glucidique. Donc, on augmente un petit peu ces parts-là. On remet un peu des matières grasses, surtout de qualité, quand elles ont été supprimées, parce qu'on est encore sur l'idée je supprime les matières grasses pour perdre de la masse grasse, mais on sait très bien maintenant que ça ne fonctionne pas. Bien Donc, sûr. on va souvent réintroduire des huiles de qualité, l'huile d'olive bien sûr, des huiles riches en oméga 3 pour les besoins qui sont augmentés chez les sportifs. Donc on fait un rééquilibrage, hein, aussi simple que ça peut être chez ces patients-là, mais ça passe par une réduction effectivement un peu protéinée. Ouais. Mais ce qui coûte psychologiquement aux sportifs. Et donc pour les rassurer, on a besoin de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des Des bilans mesures, ouais. sanguins, des Des bilans mesures de composition corporels. corporelle, pour qu'en fait ils se rendent compte que voilà, ça n'affecte pas physiquement leur capacité et du coup leur performance derrière. Du coup, là, on a abordé l'aspect par rapport surtout aux protéines. Ouais. Et donc, l'autre élément important dans ce genre de pathologie, mais aussi qui est important pour les sportifs, c'est le sel. Oui. Du coup, comment on arrive à trouver aussi ce compromis avec justement, c'est aussi pareil, les recommandations sont un peu à l'opposé. Pour un sportif, il a quand même, je pense, des besoins au niveau du sodium plus élevés que... Oui, alors ça va dépendre des pratiques sportives, mais Oui, bien sûr. globalement, ils ont, du fait de la déshydratation, la transpiration, il y a des pertes en sel qu'il faut parfois un peu compenser pour rééquilibrer le statut hydrique. D'un côté, on sait que la maladie rénale n'aime pas trop le sel, hein. Dès que vous avez un apport excessif en sel, ça crée une pression sur les vaisseaux autour des reins et ça les met en souffrance. Donc, les recommandations au jour d'aujourd'hui pour les patients qui ont une insuffisance rénale chronique, c'est moins de 6 grammes. Ce sont les mêmes recommandations d'ailleurs que la population générale, hein. C'est pas plus restrictif, c'est ce qu'on devrait tous faire finalement, mais on sait qu'on tourne quand même encore autour de, même si ça s'améliorait, hein, entre 8 et 10, Ouais, j'allais dire 10. entre 8 et 10 hein, globalement, mais il y a 15 ans c'était plutôt 10-14. Maintenant, les Français sont sensibilisés maintenant quand même à ça. Donc on va chercher on va pas forcément mettre une trop grosse restriction sur ça globalement. Ok. Parce que la problématique, c'est que l'impact du sel va pas forcément se voir spécifiquement en lui-même. Ça fait partie d'un tout dans l'approche alimentaire sur la fonction rénale. Donc on va regarder un petit peu comment ça interagit. Alors après, s'il y a une présence d'hypertension, là on sait quand même, peut-être qu'on sera un peu plus pointilleux sur ce sujet-là. S'il y a une surcharge hydrosodée sur des stades un peu avancés de la maladie rénale chronique, oui, on va un petit peu modérer. Mais là, je dirais que la situation de la maladie rénale, si on parle du stade 4 ou stade 5, ça prend le dessus sur l'activité sportive. Même s'il y a des gens qui pensent encore plus à leur sport qu'à leur état de santé, mais là, je dirais que ça prend le relais, quoi. Du coup, on y est moins sur des patients qui ont un stade 2, stade 3 de la maladie rénale chronique. On peut être encore un peu souple sur le sel, mais tout va dépendre de la progression de leur maladie rénale chronique. Si leur fonction rénale ne bouge pas tellement, c'est qu'on n'est pas si mal que ça. Ok. Donc là, on a abordé les difficultés du point de vue des patients et du coup, du point de vue d'un diète, ton point de vue, c'est quoi les difficultés que tu rencontres avec ces patients ? En fait, le fait d'être insuffisant rénal ou pas, ça ne change pas grand-chose. On est face à des gens qui cherchent la performance. On a des niveaux d'entraînement de plus en plus importants. Et je trouve que d'ailleurs, dans le sport amateur, il y a une négligence de l'alimentation par rapport aux sportifs de compétition. Ils sont moins sujets à donner l'importance à leur alimentation. Ils n'augmentent pas forcément autant leurs besoins. Et à la fois, ils vont chercher parfois aussi les compléments un peu qui les feront gagner, performer. Donc, il y a un peu ce mythe de la solution un peu miracle. Je retrouve les mêmes comportements, franchement, entre le sportif, insuffisant rénal ou pas. Mais donc, je parle du coup, là, toi, tes difficultés. Donc, moi, je rencontre ces difficultés-là. Donc, il faut les informer sur sur les risques des compléments alimentaires, sur l'absence de réglementation, sur le besoin de labellisation. Et on va les orienter vers d'autres types de compléments. Je parle aux boissons énergétiques qui là posent moins de problèmes, mais on va essayer de les amener sur d'autres qualités, sur les sports d'endurance par exemple. La difficulté, c'est de leur faire adhérer à l'idée de baisser les protéines surtout. Ouais. C'est la principale difficulté. Il y a cette peur de je vais perdre un peu de muscle, je vais perdre un peu de force,
vous êtes sûr de ce que On vous a dites. tous cette peur-là au fond de nous. Et le problème, je pense que c'est aussi ce qu'on peut dire quand même, c'est que le problème, c'est que là, il y a une espèce de protéine mania depuis quelques années, où maintenant des aliments qui n'étaient pas forcément riches en C'est protéines vrai. sont enrichis en Mhm. protéines. On voit du saucisson enrichi en protéines, on voit des pâtes enrichies en protéines, on voit de la bière, c'est les Belges qui ont Incroyable, sorti ça, ça. enrichi en protéines. Et en fait, C'est pas les derniers pour avoir ouais. des mauvaises idées. Non, on est en train Même du fromage où ils rajoutent. ouais, il y a le Babybel là, qui est Voilà. sorti il n'y a pas très longtemps là, avec un packaging un peu noir, là, un peu ciblé jeune sportif. C'est Quoi. ça. Et c'était pas des aliments qui avaient besoin d'être enrichis. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des gens qui vont avoir des apports encore plus importants en protéines. Alors même qu'ils étaient déjà Exactement. au-dessus des recommandations. Ouais. Donc on n'est pas arrivé du coup au bout. On va y avoir un travail de modération, puisqu'effectivement, la protéine a une bonne presse, globalement, vis-à-vis du sucre et vis-à-vis des graisses, a bonne presse, et l'industrie agroalimentaire la valorise. On est passé d'un paradigme où, je vais dire, dans les années 80, 90, on diabolisait beaucoup les graisses. Ensuite, là, ces 15-20 dernières années, c'était beaucoup le sucre. Et du coup, je pense que les protéines ont pris un peu la part belle aux deux autres nutriments. Oui, complètement. Et d'ailleurs, là, les Américains là, sont en train de sortir leurs nouvelles recommandations pour la population générale. Là, j'ai vu quelques prémices. Ouais. Et en fait, ils sont en train d'augmenter les objectifs en protéines, je crois. C'est ça, oui, bah, tout à fait. C'était 1,2 g à 1,5 g peut-être. Ouais, alors je mets des guillemets parce que je l'ai lu hier ou avant-hier. Ouais, mais là, on parle de la population générale. Alors qu'en fait, le besoin était à 0,8 à 1 gramme encore, mais 0,8. Et ils sont en train de dire, non, peut-être qu'il faudrait plus de protéines. Donc on s'expose à des gens qui, s'ils développent une maladie rénale chronique, avoir des apports excessifs. Dur, à contrôler la maladie, du coup, en devenir. Non, tout à fait. Alors, après, on n'a pas encore montré qu'une alimentation très riche en protéines développait forcément une maladie rénale. On l'avait déjà cité, mais c'est bien de le redire. Ouais. Des fois, pour faire passer un message, il faut le répéter. Non. Mais par contre, ce qui a été montré dans des populations saines, notamment dans les cohortes américaines, c'est que les personnes qui avaient une alimentation de moins bonne qualité, c'est-à-dire pas assez végétalisée, trop salée, trop sucrée, trop de produits industriels, ça, par contre, ces gens-là avaient une prévalence plus importante de maladies rénales. Donc on a montré quand même un lien. On a quand même montré un lien, mais c'est pas uniquement sur les protéines. C'est sur une alimentation de moins bonne qualité. C'est ça. Mais c'est justement, je pense, l'étude sur les aliments ultra transformés qui montrait ça. Non, ça datait déjà ça datait déjà de 2018, je crois, ça. Après, il y a eu des précisions sur les il y a eu en tout cas un lien qui a été fait au niveau aussi épidémiologique entre une haute consommation d'aliments ultra transformés et l'apparition de pathologies rénales chroniques. Donc effectivement, comme on avait dit, faut mettre en avant à fond l'assiette, les végétaux, les aliments bruts, le moins transformé possible, et normalement tout ira bien. Oui, non, mais c'est le prochain enjeu, effectivement. Les recommandations vont vers ça. Ça demande un changement des habitudes, mais c'est compliqué avec une société qui va de plus en plus vite, qui a de moins en moins de temps. Et puis avec toutes les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, là, c'est très compliqué. Hein. Pour ça, moi, je prône à fond la parole des professionnels de la santé. Donc, je te remercie encore d'être venu à la loge, du coup, sur Bordeaux pour ce podcast. Parce qu'effectivement, en fait, on se rend compte que comme tout le monde mange au quotidien, en fait, tout le monde se sent expert en nutrition et donc valorise leurs propres expériences. Mais on sait que les expériences personnelles, au niveau scientifique, c'est le plus bas niveau de preuve. Et après, du coup, ça peut favoriser, par exemple, des troubles du comportement alimentaire. Ça peut favoriser des régimes farfelus. Par exemple, là, il y avait le carnivore diet là, qui est à la mode aux États-Unis. Enfin, tous ces régimes qui sont absolument pas prouvés scientifiquement et qui peuvent même être délétères en fait sur le moyen, voire le long terme. Et donc, en tant que professionnel de la santé, on a aussi ce rôle-là d'essayer d'informer et du coup maintenant aussi d'informer sur les réseaux sociaux. Oui, complètement. Le 2.0, quoi. Exactement. Non, il y a besoin effectivement de regarder. Alors, la chance qu'on a quand même, c'est que l'épidémiologie est de plus en plus importante. On a des grosses cohortes maintenant qui sont suivies depuis des dizaines d'années. Donc, on en sait un peu plus. Et je crois que là, ça y est, maintenant, on a atteint un niveau d'information suffisant. Le problème, c'est de faire le tri.
dans l'information Ouais, sur bien sûr. Internet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, bon, il y a des études qui sont publiées dans des journaux avec une méthodologie quand même de suffisamment de qualité pour être qu'on puisse les croire. Mais Oui, effectivement, il y a certains qui utilisent des petits outils. Souvent, d'ailleurs, il y a des laboratoires derrière de compléments alimentaires ou d'autres qui vont utiliser certains résultats pour promouvoir la consommation. Donc, il faut être vigilant, effectivement, des incitations à suivre telle ou telle alimentation ou tel complément sur les réseaux, qui sont maintenant les principales sources d'information de tout le monde. Malheureusement. ouais, ça c'est clair, hein. Mm. Ben là encore, pas longtemps, hein, ça, enfin, comme tout le monde, ça m'arrive de scroller sur mon téléphone, sur Instagram, notamment pour pas citer l'entreprise, euh, et ça promeut le jeûne intermittent. Ouais. Un peu moins ces derniers temps, mais à un moment donné, il y avait aussi la mode du paléo, la diète paléo, même des régimes sans gluten pour des sportifs. Alors, enfin, ça n'a aucun intérêt, entre guillemets, sauf s'il y a un vrai diagnostic d'intolérance ou d'allergie au gluten. Enfin, Oui, oui, il ça fait faut. peur, hein. Alors, c'est moins sexy, mais en fait, il faut renormaliser un petit peu C'est ça. les recommandations, même pour les sportifs. Il faut encore le redire, hein, avec pour 90% des gens, des sportifs, une alimentation suffisamment équilibrée couvrira les besoins. Mais il faut encore avoir les moyens, l'envie d'avoir une alimentation naturelle, je dirais, la plus naturelle possible et la moins tournée vers des aliments transformés d'une manière générale. C'est ça aussi le problème, hein. On est dans une société, comme tu as dit, de Ouais. surconsommation. On n'a plus le temps de rien. Donc ça devient aussi peut-être de plus en plus difficile pour les gens de s'organiser Mm. pour faire des courses, pour faire des recettes maison. Donc ça, c'est un vrai challenge, je pense, de notre époque, de pouvoir un peu peut-être aller moins vite, prendre son Ouais. temps, prendre le temps de voilà, se faire un repas en famille, parce que c'est toujours important aussi l'aspect, parce que l'alimentation, il n'y a pas que l'aspect médical, il y a aussi tout l'aspect social, culturel, Ouais, qui est aussi important à prendre en compte, c'est hein, vrai quand on qu'on suit des patients. on observe dans des consultations l'impact que ça peut avoir sur la famille et on se rend compte de manière assez hallucinante que vous allez avoir le papa de la famille qui va faire tel sport et qui aura telle alimentation, sa femme à côté qui aura un autre schéma alimentaire, et puis alors les enfants que parfois on abandonne complètement et qu'on laisse manger Et puis l'apparition aussi des des écrans pâtes. pendant le Ouais, repas. ouais, tout ça, ça influence bien sûr. On a besoin effectivement d'avoir des diététiciens comme ça là, pour renormaliser un peu les bons comportements et remettre effectivement de l'évidence dans tout ça, là, dans C'est certaines sûr. dérives, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, du coup, je te remercie beaucoup d'être venu sur mon podcast. Moi, comme je l'ai dit, pour synthétiser, j'ai beaucoup apprécié le fait que des sportifs puissent aussi, du coup, malgré leur pathologie, continuer leur activité physique et être accompagnés sur le plan nutritionnel. Ouais. Donc, merci pour ta venue, pour ces patients que Bah, tu je te suis. remercie, de donner cette parole-là à cette petite frange population, parce qu'ils étaient un petit peu oubliés, les sportifs, mais puis ils avaient la peur. Enfin, je reviens aussi sur les dialysés, hein. Malheureusement, on voit la sédentarité chez les dialysés, donc faut dire aussi aux gens, vous avez une maladie rénale, certes, vous êtes peut-être dialysé ou pas, mais il faut aussi bouger, parce que ça, c'est bénéfique. Mais il faut pouvoir quand même adapter son alimentation à tout ça et éviter que ça y nuise. En tout cas, écoute, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Voilà, ça m'aide justement à le développer et à pouvoir, comme aujourd'hui, être en studio avec du matériel de qualité et puis avec toujours des intervenants aussi de qualité. Merci à toi. Merci Arthur.